Alors, bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray, donc l'émission Occident. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en entrevue donc, l'avocat, célèbre avocat en France, de Gilles William Goldanel. Bonjour maître. Bonsoir monsieur. Bonjour, et merci de nous accueillir pendant une soirée footballistique, mais oui. Je pense que ça va être, on va essayer de rendre hommage à votre travail et votre réflexion. Donc depuis des années, vous êtes présent dans l'ère médiatique en France. Alors je rappelle rapidement, parce que certains vous connaissent peut-être pas, vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, vous avez été dirigeant associatif et essayiste, vous êtes né en 1954 et vous êtes devenu avocat en 1978. Alors c'est vous qui avez fondé l'association Avocats sans frontières en 1992. Vous avez aussi fondé l'association Droit à la sécurité de Dale en 1995 et vous avez assuré la présidence de l'association France-Israël, Alliance Générale Koenig, entre 2005 et 2018. Et comme je suis un ami de Guy Mière, que je reçois régulièrement, je sais que Guy faisait partie de cette association. Alors, on peut retrouver beaucoup de vos chroniques dans des médias, donc les sites du Figaro Vox, de Valeurs Actuelles, et puis aussi sur RMC, CNW et Radio J. Il était également, alors vous êtes l'auteur de nombreux essais, dont le dernier Manuel de résistance aux fascistes d'extrême gauche. Alors, bon, malheureusement, on n'a pas l'image, mais on le mettra sur le devant de la... Mais ça s'appelle donc Manuel de résistance aux fascistes d'extrême gauche, qui va être l'objet de notre entrevue. Mais vous allez voir, je vais aussi rendre hommage à votre chaîne de télévision que vous avez fondée récemment. Alors... Donc... vous avez aussi fait plusieurs publications. J'aimerais rappeler quand même, parce que vous n'êtes pas, vous débutez pas dans la carrière d'auteur, le Bloganel de 2009 aux éditions du Passy, Conversation sur les sujets qui fâchent avec Alexandre Adler chez Jean-Claude Gazewicz, Les Martyrocrates édition Plomb en 2004, Le Nouveau Bréviaire de la haine chez Ramsay et Une idée certaine de la France en 98, donc chez France Empire. Alors, et vous avez donc créé une télévision dont je suis abonné d'ailleurs, donc Goldanel TV. C'est très intéressant. Depuis 3 ans, je suis régulièrement. Et là, vous avez donc récemment, ça va être un peu l'introduction, si vous voulez, pour le livre. En juin 2019, donc vous avez lancé Web TV avec Jean-Patrick Greenberg, Yves Mamou et Guy Mière, goldanef.tv. Donc, j'invite les auditeurs éventuellement. Alors, vous avez le 9 décembre, par exemple, vous avez commis une entrevue, puisque vous faites des petites capsules de quelques minutes sur des thèmes. Et là, vous en avez fait une le 9 décembre dernier, Quand l'extrême gauche nie la nation et les frontières, sauf celles des autres, exemple de Thomas et Guenelet. Et là, donc, vous introduisez, et ça va nous permettre d'introduire aussi un peu le sujet, vous, justement, vous critiquez on va dire ce paradoxe politique où certains sont émus par ce qui se passe en Ukraine, mais qui n'ont pas le même militantisme pour défendre la nation française. C'est un peu l'esprit que vous avez présenté. Oui, c'est vrai. Et donc, vous appelez ça, donc vous parlez de l'exemple d'Ukraine, l'Israël, peuple palestinien, territoire occupé, par exemple, les Blancs du Brésil, les peuples autochtones amérindiens. Nous, on parle ici au Québec, au Canada, du phénomène de la décolonisation, par exemple. Oui. Ça, c'est un phénomène assez fort en France. Oui. Écoutez, je peux parler maintenant ? Oui. C'était une introduction pour vous donner la parole. D'accord. J'ai pointé depuis... Vous avez oublié dans ma bibliographie le livre, à mon avis, où j'exprime le plus profondément ma pensée, qui s'appelle « Réflexion sur la question blanche ». Ah, oui. Et où non, mais je vous en veux pas, mais c'est pour expliquer les choses. Et où je pense que le cœur aujourd'hui, le cœur même du combat que je mène, il est évidemment contre l'extrême gauche, cette extrême gauche qui a remplacé pour moi le vecteur de haine qui était l'extrême droite des années 30.
c'est à peu près l'équivalent. Sauf que l'extrême droite des années 30 idéalisait la race blanche, alors que l'extrême gauche des années 2000 abomine tout ce qui est blanc. J'explique sur le fond que cette abomination plonge dans l'inconscient honteux des Blancs qui, si j'ose dire, rougissent d'avoir la même couleur de peau que l'antéchrist des temps modernes qui s'appelle Adolf Hitler. C'est de là où est née, si vous voulez, cette sourde détestation, peut-être pas de soi-même, parce que c'est jamais de soi-même, mais en tous les cas de l'autre immédiat, de l'autre blanc immédiat. Je fais une petite distinction entre l'autodétestation et la détestation de l'autre immédiat, ou du prochain, ou de son prochain, c'est que l'expression beauf, vous savez, en français on dit que c'est un beauf. J'ai beaucoup analysé l'expression beauf. Beauf, c'est le beau-frère. Le beau-frère n'a pas le même sang que vous. C'est-à-dire qu'en réalité, vous excluez d'une certaine manière de la race blanche détestable, et c'est votre prochain que vous détestez. Donc, il faut bien comprendre, si vous voulez, que de cette détestation du blanc, qui atteint même les blancs, vient ce que j'appelle le phénomène de dilection pour l'altérité. On préfère 1000 fois l'autre différent que le prochain, que son prochain. L'autre, voilà, l'étranger, l'altérité. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, les frontières françaises sont haïssables. La nation française est détestable, mais par contre, la nation de l'autre, elle est beaucoup plus respectable. Donc, il est normal que les Ukrainiens aillent se faire trouver la peau pour défendre leurs frontières, mais par contre, il est anormal que nous essayions de défendre la nôtre contre une invasion rampante qui est évidemment commise chaque jour par l'autre, avec un A majuscule, dans le cadre du phénomène migratoire. Il faut bien comprendre, cette réalité, elle est là. Et encore, l'exemple ukrainien, c'est le plus mauvais parce que malgré tout, l'Ukrainien, il est blanc. Mais par contre, la révérence est totale par rapport aux frontières d'un État palestinien créé. On comprend parfaitement la légitimité du nationalisme palestinien, fût-il guerrier. Mm-hmm. Parce que là, mais ça va même jusqu'à leur appartement, jusqu'à leur maison. La maison ancienne d'il y a 400 ans d'un Palestinien est considérée comme sacrée. Et de la même manière, les paysans d'Amazonie sont parfaitement en droit de défendre leurs précarés et les blancs brésiliens lorsqu'ils sont coupables d'aller jusqu'à leur apporter des maladies, puisqu'ils vivent eux dans une sorte de microclimat, si j'ose dire. Lorsque les blancs du Brésil apportent la maladie aux Amérindiens, c'est évidemment une infamie, ce qui n'est pas faux, mais je montre la différence avec, imaginez un seul instant, si nous nous plaignons, nous, comme cela d'ailleurs arrive concrètement, que des étrangers puissent nous apporter la gale, par exemple. Eh bien, si nous nous plaignons que l'étranger nous apporte la gale, c'est le racisme le plus immonde. Mais qu'on puisse se plaindre de ce que l'Amérindien d'Amazonie se plaigne de ce que le blanc du Brésil lui apporte une maladie inconnue, ça, c'est tout à fait légitime. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini, si vous voulez. Mmh. Mais c'est dans ce cadre
c'est dans ce cadre pathologique, en vérité. Nous sommes en présence d'une pathologie que la nation occidentale, autrement dit la nation blanche, la nation des Blancs, est abominée, y compris par une partie des Blancs eux-mêmes. Tout à fait. Alors, pour continuer votre réflexion et rebondir, pour finir avec goldanet.tv, vous avez une partie donc médias, où là vous avez, disons, accroché France Inter, surtout le 8 décembre dernier, sur une émission avec les débordements de Nice qui ont été, quand le Maroc a battu l'Espagne. Vous avez aussi fait référence à d'Andrews Info le 13 décembre, vous venez donc hier, enfin aujourd'hui même, d'Andrews Info, donc la fierté des Franco-américains, des Franco-marocains ne justifie pas les démonstrations d'intolérance. Suite à un article aussi le 14 novembre, vous aviez je mets au défi quiconque de me citer une déclaration antisémite l'un des députés élus du RN. Là aussi, vous constatez une inversion qui va être au cœur de votre livre dont on va parler. Et vous avez aussi la dimension internationale avec Guy Millière sur Elon Musk, mais aussi sur l'échange prisonniers russes. Et donc, comme ça permet, et vous finissez par la justice. Donc, si les gens veulent s'abonner, ils peuvent avoir accès à, disons, une diversité de thèmes qui couvrent un peu l'actualité française, mais aussi internationale. Alors, je dois reconnaître que parmi mes thématiques favorites et même mes obsessions clairement assumées, il y a la critique pratiquement quotidienne de l'audiovisuel de service public français. Je considère, je n'arrive pas à me résoudre de ce que, par exemple, on critique la télé hongroise qui serait, paraît-il, totalement aux mains de Orban, raison pourquoi Orban subit le joug européen, y compris par des amendes. Je ne sais pas, il ne m'arrive pas de regarder la télévision magyare, mais une chose est certaine, mon imagination est impuissante à décrire comment la télévision hongroise pourrait être encore moins pluraliste que l'audiovisuel de service public français subventionné par l'impôt que je paye. C'est parce que les télés privées soient comme elles sont, je n'ai rien à en dire. Mais la télé publique, je la paye. Je ne suis pas seulement un usager, je suis un contribuable. Or, force est de constater que, je veux dire, ça n'est même pas, eux-mêmes ne le contestent pas. Eux-mêmes se vivent de gauche, des humoristes ou des prétendus humoristes, jusqu'aux journalistes, jusqu'aux éditorialistes. Et je le vis réellement comme une mainmise un peu à la soviétique. Nous ne vivons pas en démocratie. Bien sûr, il y a une hiérarchie dans l'horreur. Je ne prétends pas être sous la férule poutinienne ou sous la férule des mollahs iraniens. Mais j'estime ne pas vivre dans un pays démocratique dès l'instant où l'audiovisuel de service public procède à une décérébration, une sorte de lavage des cerveaux journalier depuis au moins une 50aine d'années, ce qui a profondément, je dis bien profondément, modifié les esprits, et pas seulement par l'information. Même la fiction, même les œuvres de fiction réalisées sous l'égide du service public sont des fictions orientées. Donc, il faut comprendre que nous vivons dans un monde médiatique et évidemment artistique. Vous savez bien, ça n'est pas la peine que je vous démontre la tendance, l'orientation idéologique des artistes. D'ailleurs, un artiste voudrait-il penser autrement que sa carrière serait compromise? Mais il faut bien comprendre que nous vivons dans un monde, sans exagération,
orwellien où une grande partie des médias ont d'ores et déjà réussi. Parce que, certes, les idées que je représente, sous le coup de boutoir de la réalité, ont largement gagné la bataille des idées, mais ces gens-là réussissent ponctuellement à gagner la bataille de l'émotion. Et la bataille de l'émotion est infiniment plus importante que la bataille des idées. Donc, si vous voulez, pour terminer là-dessus, oui, que ce soit dans mes écrits dans le Figaro, que ce soit sur Goldman ou dans Goldman TV, la critique de l'absence totale de pluralisme de l'audiovisuel de service public, que ce soit la télévision ou la radio, est centrale chez moi. Alors, ça fait partie du combat culturel central. Justement, pardon d'être un peu long. Non, pardon d'être un peu long, mais c'est très important ce que je vais vous dire. Tout à fait. Et ça tombe tout très bien parce que c'était justement l'introduction dans l'avertissement que vous avez au début de votre livre, Manuel de résistance au fascisme d'extrême gauche, les fachos ont changé de côté. C'est justement le cœur de ce chapitre. La bataille culturelle qui se joue est une bataille existentielle. Et vous dites, parce que c'est un manuel, donc vous donnez des conseils, il faut pratiquer le cambronisme tranquille. Oui, c'est vrai, mais c'est ce que je fais. Je me mets rarement en colère, je suis dans la causticité, et je vous avoue être assez imperméable aux critiques qui viennent de gens, je ne suis pas porté au mépris, mais enfin que je ne prends pas très au sérieux sur le plan moral ou intellectuel. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, à ce stade-là, je peux m'endormir tranquillement sur un mauvais article du Monde ou une mauvaise chronique de France Inter. Non pas, encore une fois, que je suis d'un courage intellectuel extraordinaire, je n'ai pas un déficit de narcissisme particulier, mais il se trouve qu'aujourd'hui, ces gens-là, même dans l'esprit public, c'est important, c'est pour ça que même dans l'esprit public, n'incarnent plus ni la générosité ni l'intelligence. Alors, il faut l'entendre, ça. Je voulais rappeler vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Je voulais rappeler que le mot de Cambronne, c'est les militaires de Napoléon qui avaient dit merde aux Anglais, et avant, parce qu'ils ne voulaient pas se rendre. Alors, c'est important de rappeler le sens historique de votre mot. Bien sûr. Alors, le premier chapitre porte oui, le fascisme a changé de côté. Alors, j'avais une question à vous poser par rapport à ce chapitre, parce que on parle de l'affaire Dreyfus, Mussolini, Hitler, Staline, Mao, Franco en Espagne, et j'ai l'impression qu'ils ont tous en commun une non-acceptation de l'être humain tel qu'il est, et avec une volonté de revenir à la nature. On le voit avec l'écologisme, vous en parlez d'ailleurs, l'environnement, donc un retour de la nature par rapport à la culture, et pour créer un autre homme. C'est une sorte d'anti-humanisme. Et vous rappelez donc la bataille culturelle comme une lutte contre la culture et la civilisation. Oui, mais de toute manière, ça n'est pas étonnant, vous savez. Non, mais d'abord, alors là, vous ouvrez encore des champs, d'autres champs encore. Je voulais simplement vous dire, avant de vous parler de l'écologie, mais je voulais simplement vous dire que dans mon combat culturel, la bataille lexicale est fondamentale. Tout à fait. Or, nous vivons en France dans le cadre d'une tricherie lexicale totale où le planisphère politique est un bâton à un seul bout. C'est-à-dire que vous avez une extrême droite, mais vous n'avez pas d'extrême gauche. Si vous écoutez les médias, ils ne vont pas vous parler d'extrême gauche, ils vont vous parler de la gauche de la gauche. Donc dès le départ, la tricherie est là, puisque on extrémise, à mon avis à tort, mais peu importe. Il y a bien forcément à l'Assemblée nationale, il y a forcément une extrême droite, une extrême gauche sur les bancs. Bien. Mais on extrémise une seule partie du corps politique au profit de l'autre. Donc d'ores et déjà, dès le départ, les dés sont pipés. Bon, je ferme. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard. Je ne sais pas comment ça se passe dans le jargon canadien, mais en France,
vous avez les termes droitier, qui est péjoratif pour parler de quelqu'un à droite, mais il n'existe pas de gaucher sur le terrain politique. Un gaucher, c'est quelqu'un qui écrit de la main gauche. Mais il n'y a pas de gaucher, sinon. Il n'y a pas de journaux gauchers. Ça vous montre, à travers ce petit exemple, la tricherie lexicale de base. Alors maintenant, sur l'écologie, c'est le drame de l'écologie, enfin, en France, en tous les cas, c'est que l'écologie n'est pas pratiquée par les écologistes. L'écologie a été, elle aussi, comme tous les domaines, mais l'écologie a été confisquée par le gauchisme. Ceux qui se disent écologistes ne connaissent rien à l'écologie. Ils ont simplement réussi, par exemple, à casser le nucléaire français, à faire revenir le charbon. C'est-à-dire qu'ils ont carboné la France. L'écologie, les écologistes, pour reprendre votre truc, pour votre expression, c'était en réalité les hitlériens. Ça vient de là, l'écologie. Et ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, il y a une tricherie climatique qui est un des aspects du gauchisme en ce moment, comme il a échoué en économie, il est très fort pour aller au sociétal, que ce soit la race, le genre ou d'autres domaines, mais en matière écologique, on vous ment, c'est-à-dire que je ne nie pas du tout la réalité actuelle d'un réchauffement climatique qui n'est certainement pas le premier que connaît l'humanité, mais je vous supplie d'aller lire l'ouvrage de Mr. Conning, qui était le conseiller scientifique d'Obama, et qui vous montre. Oui, on a fait une émission la semaine dernière sur lui. Alors donc je ne vous apprends rien, et qui vous montre qu'on n'est sûr de rien du tout, ni en ce qui concerne le rôle de l'homme pour le quantifier dans le phénomène de réchauffement climatique, ni les conséquences du réchauffement climatique, ni les liens entre les événements qui surviennent, tels les ouragans et autres événements cycloniques et le réchauffement climatique. C'est-à-dire que nous avons des éco-terroristes maintenant qui sont en train de commettre des méfaits sous l'empire de faits qui sont en vérité totalement faux, ou en tous les cas qu'il faut ériger en doute. Ça, c'est l'écologie. Tout à fait. Alors, j'aimerais revenir à votre livre, parce que vous dites que vous parlez du fascisme qui peut se caractériser par la détestation des libertés. Ça vient confirmer ce que vous venez de dire sur l'écologie, là, sur le relativisme, le racisme et l'antisémitisme, ainsi que l'usage de la violence comme argument frappant. Et alors, vous donnez quelques exemples, parce que, ici, ça ne dira pas forcément, mais vous venez de le dire, justement, les attentats contre les œuvres d'art, par exemple, la pression sur les annonceurs de journaux, les géants endormis, groupe venant d'Amérique, le syndicat de l'éducation nationale, l'islamo-gauchisme, avec la pandémie, vous parlez aussi de la magistrature. Donc, vous parliez tout à l'heure, effectivement, de l'enjeu linguistique. Et c'est vrai que vous dites que l'apanage de la gauche, lorsqu'elle a abandonné la classe pour la race, le prolétaire pour l'immigré, et ça introduit un peu, vous donnez un exemple, par exemple, du sociologue Geoffroy de la Gasnerie, paxé avec le professeur Didier Ribon, philosophe et sociologue, qui a demandé, par exemple, que certains hommes politiques de droite ou d'extrême droite, pour la France, donc, soient interdits de médias, par exemple. Vous donnez comme ça des exemples pour illustrer votre réflexion sur ce changement dans le chapitre concernant le fascisme. Le fascisme a changé de côté. Et je trouve important parce que vous introduisez quand même en donnant des exemples concrets. C'est ça, vous êtes toujours dans le concret, dans des exemples avec les dates, donc pour illustrer votre propos. Et en particulier, bien sûr, Pierre-André Taguieff, qui a inventé, d'après vous, le terme islamo-gauchisme. Oui,
Écoutez, oui, mais une aide de démonstration sans exemple. Sinon, on reste, bien entendu, moi, vous savez, encore une fois, je suis dans le combat. C'est un combat urgent. Donc, je suis bien obligé de livrer cette bataille-là. Oui, l'exemple de Geoffroy de la Gannerie est extraordinaire parce qu'il n'est rien déjà. C'est un intellectuel de très bas niveau qui n'est même pas coté. Il n'est même pas coté pour autant qu'une cote signifie quelque chose. Mais je ne sais pas pourquoi il était l'invité un matin de France Inter à 8h20, c'est une heure de très grande écoute. Et il se permet de dire, entre deux platitudes, qu'il n'est pas normal de donner la parole aux gens très à droite, en gros. Et il n'est même pas repris. Il n'est même pas repris par l'intervieweuse. Ça montre à quel point, aujourd'hui, la gauche extrême est dans la censure. Oui, Il faut comprendre ça. Oui. Ils sont aujourd'hui... Ils passent leur vie les ciseaux à la main. Comme ils sont affolés, d'avoir perdu le monopole de la parole, d'avoir perdu en même temps leur prestige, il ne leur reste plus pratiquement que la méchanceté et une paire de ciseaux, avec laquelle ils usent et ils abusent. Il faut bien voir, par exemple, l'exemple, leur nouvelle bête noire s'appelle Elon Musk. Elon Musk, c'est affreux ce qui leur arrive. Vous vous rendez compte? Elon Musk fait revenir Trump, et puis il ne va plus sévir de la même manière. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que on a découvert avec les... Alors, ils n'en parlent pas en France, c'est silence radio, si c'est le cas de le dire, sur les Twitter files. Ça n'existe pas. On a découvert en vérité que l'ancienne direction de Twitter avait établi tout un mécanisme sournois et caché pour casser l'influence de certains esprits conservateurs. Alors ça leur est terriblement désagréable de révéler cela, si vous voulez. Ils attendent, ils guettent l'échec d'Elon Musk, qui est pour eux une bête noire absolue. Il faut comprendre ça. Oui, alors justement... Leur dernière arme, encore une fois, ce sont les ciseaux. Alors, justement, j'appelle les auditeurs, si jamais ils veulent voir, il y a une vidéo justement de Guy Millière sur ce sujet, où il parle justement du bénéfice pour la démocratie et l'encouragement à la liberté d'Elon Musk. Il explique son parcours qui est passé par le Canada, pour ceux qui ne le savaient pas, mais il a été étudiant, il a commencé au Canada avant d'immigrer aux États-Unis, avant qu'il crée Paypal. Alors, je voudrais qu'on poursuive, parce que effectivement, on reviendra sur Elon Musk, puisque vous avez un chapitre là-dessus, enfin, il y a un thème là-dessus. Le racialisme obsessionnel. Alors là, c'est intéressant parce que notre compatriote que vous connaissez, Mathieu Bock-Côté, a écrit un livre, La Révolution racialiste, un autre virus idéologique, en plus de son livre sur le multiculturalisme comme religion politique et l'empire du politiquement correct. Vous donnez comme exemple aussi, vous dites que le racialisme obsessionnel est que le prolongement de l'antiracisme, un racisme relooké. Et vous parlez de la loi de 17 juillet 2018, c'est quand même il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans. Ce paradoxe pervers qui fait qu'il n'y a pas plus obsédé par la différence raciale qu'un antiraciste dévot qui interdit par ailleurs d'évoquer la race tout en parlant sans cesse de manière compulsive. Comment expliquer ce paradoxe et ce retour du racialisme? Écoutez, en vérité, c'est le cœur de, si j'ose dire, ma pensée. Encore une fois, comme j'ai commencé par là, nous vivons l'époque et les terribles conséquences de l'antinazisme devenu fou. À savoir qu'au départ, ça n'est pas le juif qui vous parle qui va faire le procès de l'antinazisme. Le problème, c'est quand cet antinazisme ou cet antiracisme s'est dévoyé, en vérité, en racisme anti-blanc. Hitler était blanc. En gros, les Blancs sont racistes. Et c'est encore plus fort que le colonialisme, ça.
encore une fois, dans le traumatisme. Il faut bien comprendre que la Shoah a constitué un traumatisme terrible dans l'inconscient chrétien. Il faut comprendre ça. Dans les années 70, pas à la libération, où c'est mais avec, en vérité, c'est l'Holocauste et la liste de Schindler qui a pénétré dans les choses de la chrétienne. D'ailleurs, c'était de très bonne loi, mais qui a encore une fois, par une sorte de dévoiement, laissé à penser que les Blancs avaient commis la pire... en vérité, c'est le monde post-chrétien. Le monde post-chrétien, comme j'essaie de l'expliquer, le juif de la Shoah, le juif en pyjama rayé, incarne de manière assez séduisante le nouveau Christ sur la croix. Il est faible, il est décharné, il ne sourit pas, il ne se défend pas. Et donc, dans l'univers post-chrétien, on peut parfaitement considérer que l'antéchrist hitlérien de couleur blanche a commis une nouvelle crucifixion. Et ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que d'une certaine manière, le contraire total du nouveau Jésus crucifié, donc du juif en pyjama rayé, c'est l'Israélien. L'Israélien trahi dans l'inconscient, encore une fois, dans l'inconscient post-chrétien, l'Israélien qui se défend, qui a une arme et qui ose se défendre dans le cadre d'un État-nation, mais il trahit complètement l'image vénérée du juif qui ne se défend pas et qui meurt sur la croix de la Shoah. Il faut comprendre ça. Et c'est dans ce cadre, il faut comprendre que c'est dans ce cadre, si vous voulez, inconscient que le racisme s'est construit, et ce racisme, plutôt l'antiracisme s'est construit, et il s'est dévoyé jusqu'à la détestation de l'être blanc. Bien. Donc première période, le mot race est interdit. Il n'y a pas de race. Il n'y a plus de race, c'est interdit, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, il n'y a plus rien, et il est hors de question, c'est à la loi de 2018, de parler de race. Ça, c'est le premier stade de l'antiracisme. Et puis, on passe à une vitesse supérieure, où finalement, oui, il y a une race. Alors c'est une race, c'est peut-être pas une race biologique, c'est une race psychologique. Et cette race psychologique, il y a d'une part le blanc dominateur et d'autre part les peuples racisés. Les peuples racisés. Alors le peuple racisé, c'est forcément le noir, c'est l'arabe, c'est l'amérindien. Mais vous remarquerez, cher ami, que le juif n'est pas racisé. Et pourquoi le juif n'est pas racisé? Parce que le juif est non seulement un blanc, mais c'est même un super blanc. C'est même un blanc au carré. Parce qu'à travers l'expérience israélienne, les réalisations d'Israël, y compris les réalisations militaires et guerrières, le juif qui était vécu par l'antisémite d'extrême droite comme un métèque est vécu par l'antisémite d'extrême gauche comme un super blanc. C'est dans ce cadre, si vous voulez, largement inconscient-là, que la race, d'une certaine manière, à détruire la race qui se vit comme supérieure et qui aura causé le malheur du monde, c'est la race blanche. Oui. Il faut bien l'entendre, ça. Ah oui, tout à fait. En Alors, vérité, oui. Excusez-moi de vous couper, parce que je trouvais qu'il y avait une remarque que Monseigneur Lustiger, que j'ai connu quand j'étais à Paris, qui était donc un juif converti, disait qu'en s'attaquant aux juifs, le nazisme avait voulu attaquer les racines du christianisme et de la civilisation occidentale. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette affirmation, mais je trouve que ça introduit bien le premier chapitre, l'épreuve du nouveau fascisme raciste d'extrême gauche. Vous parlez du racisme anti-blanc se voit dans l'occultation des violences anti-blanches.
Donc là aussi, vous reprenez la réflexion que vous venez d'avoir, mais vous donnez deux exemples très importants. Sur le 22 mars, il y a eu un massacre aux USA, et vous donnez la liste des gens, et vous dites que là, ça a été donc le tireur se nommait Amma Alaoui Alissa, il venait de Syrie, et on n'en parle pas, ça a été minoré aux États-Unis, on n'en a carrément pas parlé, il y a eu quand même, c'était un des attentats les plus importants dans les 10 dernières années. Et vous parlez aussi du Capitole, où là, il y a donc un chauffeur qui fonce sur des agents de police qui étaient sur le Capitole. Donc, vous illustrez, c'est dans ce... moi, je ne peux pas faire autrement que de donner des exemples concrets, prosaïques, terre à terre, pour ma démonstration. Et effectivement, cette histoire est incroyable. Je compare Charlottesville. À Charlottesville, il y a eu une sorte de tremblement de terre médiatique parce que un suprémaciste avait écrasé à Charlottesville une jeune manifestante anti-suprémaciste. La terre entière en a parlé, cher ami. La terre entière. Quelques années plus tard, à Boulder, Colorado, vous avez une douzaine de personnes, je vous parle de mémoire, de tous âges, je dis bien de tous âges, des mômes et des vieillards, qui sont assassinés. Aux États-Unis, on en parle un peu sur Fox News, pas un mot dans la presse européenne. Pourquoi ? Parce que d'un côté, les victimes sont toutes blanches, et de l'autre côté, et c'est encore plus important, celui qui les a tués est syrien. Et à partir de là, les victimes ne sont pas idéales et le bourreau encore moins. Et c'est le silence le plus total. Ça a un côté, et je multiplie les exemples, il n'y en a pas qu'un. Ça a un côté totalement effrayant, si vous voulez. C'est qu'on voit à quel point la douleur est instrumentée, mais elle est instrumentée de manière perverse. Parce que si moi, j'ai le malheur de parler de Boulder, Colorado, on me dira, comme j'ai parlé de la petite Lola en France qui avait été massacrée par une Algérienne irrégulière, on me dira que j'instrumentalise la douleur. Alors que on a instrumentalisé de manière planétaire l'affaire George Floyd. Et là, il n'est pas question de parler de récupération politique. Tous les aspects, monsieur, tous les aspects de l'actualité passent par ce crible idéologique d'une mauvaise foi inouïe. Alors, justement, je rebondis sur le deuxième exemple que vous donnez, donc le Noah Green, qui était un noir âgé de 25 ans, qui conduisait le camion, mais vous dites, et ça me permet d'introduire le chapitre 2 sur les racistes anti-blancs, loin d'être condamnés en bonne presse et bon hommage, parce qu'on apprend que le chauffeur était un ami de Louis Farrakhan, donc Nation of Islam, admirateur d'Hitler et célèbre pour ses saillies antisémites. Et vous dites que donc, par exemple, pour le côté bonne presse et bonne image, c'est l'invitation faite à Spike Lee de présider le jury du Festival de Cannes, lui aussi un adepte de Louis Farrakhan, Nation en Islam, donc leader raciste, noir, antisémite, négationniste et homophobe de la Nation de l'Islam, organisation suprémaciste noire et islamique, qui veut en plus, je crois, créer un État indépendant noir. Donc là, c'est le côté vraiment médiatique qui commence, parce qu'on va en parler plus après, mais c'est vraiment, là aussi, vous parliez du milieu du spectacle, là aussi, il y a une sorte de... Est-ce que ce ne serait pas la théorie de Gramsci de noyautage qui vous illustrez, une sorte de prise en main de tous les secteurs de la société par une idéologie ? Oui, mais enfin, il n'y a pas, je veux dire, oui, mais je suis gramsciste moi-même. Je veux dire, par là, je crois à la victoire, encore une fois, dans les esprits. Je reproche à la droite de ne pas être justement
suffisamment gramsciste. Oui, d'avoir abandonné ces secteurs à la gauche, quoi. Oui, bien sûr. Et il ne mène pas le combat. La droite ne mène pas ce combat culturel-là. Elle n'a toujours pas compris que c'était la mère de toutes les batailles. Elle n'a toujours pas compris ça. La droite se contente de gagner les batailles uniquement en les perdant. Autrement dit, oui, quand on est massacré, quand il y a des massacres islamistes, ou quand effectivement les migrants déferlent sur la France et créent de l'insécurité criminelle, alors là, oui, elle marque des points. Mais elle marque des points en perdant avec les faits. Elle est incapable d'anticiper la bataille culturelle, si vous voulez. Ça, il n'y a pas de doute, si vous voulez, à ce niveau-là. Donc, pardon, quelle était votre question? Oui. Alors, 6 mois demain, je croise fortuitement un néo-nazi dans la rue et qu'une photo est prise, ça risque de me poursuivre pendant 20 ans. En revanche, Monsieur Spike Lee, qui a fait des films dans lesquels les Juifs n'avaient pas le bon rôle, qui a fait des déclarations à l'emporte-pièce contre les femmes blanches, qui se glorifie d'avoir pour ami Monsieur Farrakhan de la Nation of Islam, qui adore et admire Adolf Hitler. Ça n'est pas un problème pour lui d'être considéré, d'être président, évidemment d'être nommé président du jury du Festival de Cannes. On va lui faire une haie d'honneur, ça ne pose pas de problème. Il sera reçu ensuite comme un hôte de marque à l'Élysée. La réalité, elle est là. Vous avez aussi ce révérend pasteur noir, dont le nom m'échappe au moment où je vous parle, mais qui a prononcé l'homélie en faveur de George Floyd. Il a servi en vérité de modèle au merveilleux Tom Wolfe dans le bûcher des vanités pour faire le pasteur escroc, le révérend Bacon, et c'est lui qui avait organisé une marche à Crown Heights, qui est le quartier juif de Brooklyn, une marche antisémite, où il y avait eu même un mort. Ça ne pose pas de problème. Je veux dire, la réalité, elle est là. Il y a une différence de traitement. La réalité, elle est là. À l'égard des Blancs, aujourd'hui, à l'égard du le racisme anti-blanc aujourd'hui est, à mes yeux, le racisme le plus évident qui existe et le moins contesté dans la planète. Alors, la réalité, elle est là. Tout à fait. Alors, vous passez du racisme anti-blanc au racisme anti-français, c'est comme une sorte de prolongement naturel. Le racisme anti-français et sexisme anti-mâle porte à gauche. Alors là, vous donnez comme exemple Camélia Jordana, donc chanteuse comédienne, le 23 mai 2020, dans l'émission de Laurent Ruquier. Donc, toujours pareil, les émissions service public donc, qui appartiennent soi-disant aux Français, puisqu'ils payent une redevance. Alors, elle fait des citations quand même incroyables, en plein direct. Des gens qui se font massacrer quotidiennement par la police. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Et en janvier 2021, dans les colonnes du Nouvel Obs, si j'étais un homme, je demanderais pardon, car les hommes blancs sont dans l'inconscient collectif responsables de tous les maux de la Terre. Là, on ne peut pas le dire autrement, mais là disons qu'on passe du racisme anti-blanc avec anti-français. Donc, il y a une sorte de combat associé entre l'anti-blanc et l'anti-français, quoi. Oui, alors d'abord, je vous signale qu'elle cumule le sexisme et le racisme. C'est la détestation du mâle blanc. D'une pierre deux coups, et c'est quelque chose. Et pour autant, elle ne s'expose à aucune réprobation particulière. Il faut comprendre ça. Il y a aujourd'hui l'être le plus détesté possible, c'est le mâle blanc. Voilà. C'est le cumul des deux. C'est l'intersectionnalité
des détestations d'une certaine manière. Donc oui, alors écoutez, le français, il n'est pas plus détesté que l'anglais, que l'allemand ou que le belge. C'est l'ensemble des occidentaux qui fait l'objet d'une détestation. Le racisme français, c'est la détestation du blanc en France. Le racisme anti-anglais, c'est le racisme de la détestation de l'anglais en Angleterre. Et je pourrais vous parler du Canada. Donc la réalité, elle est là. Il n'y a pas une. Alors il y a eu, si vous voulez, si vraiment je vais aller au bout des choses et de manière quasi folklorique, la variante, mais à chacun sa variante. C'est le racisme anti-beau franchouillard. C'est-à-dire qu'on a expliqué dans les années 70 par l'entremise de SOS Racisme que le beau français, avec la baguette et le litron de vin, était un raciste néo-pétiniste. Il était la prolongation du maréchal, d'une certaine manière. C'est un peu une image d'Épinal. Oui, alors là, vous touchez un point. Chez vous, vous avez vos propres caricatures. Tout à fait, mais vous touchez un point essentiel, parce que SOS Racisme, je l'ai bien étudié. Le livre de Christian Gélin, à l'époque, Ils feront de bons Français, nous apprenait que SOS Racisme était une création du bureau politique avec Arlène Désir de François Mitterrand. Donc il y avait là aussi une utilisation, début de manipulation du racisme, alors qu'à l'époque, on avait beaucoup moins de problèmes qu'aujourd'hui. C'est même extraordinaire de voir que c'est quelqu'un qui avait reçu la francisque du maréchal Pétain, qui a joué sur le pétainisme pour fabriquer du racisme anti-français en France par calcul politique. Alors, voilà. Donc la quatrième partie, c'est la haine d'Israël dans l'Occident malade. C'est moins la vieille haine rance que la haine neuve du blanc. Alors là, c'est intéressant parce que je faisais la citation du cardinal Lustiger, malheureusement décédé, mais qui disait qu'en s'attaquant aux Juifs, c'était une façon de s'attaquer aux racines du christianisme et aussi de la civilisation occidentale. Et là, je fais référence parce que l'antisémitisme n'est pas une invention islamique, puisque c'est apparu 800 ans avant l'ère chrétienne. Alors, je fais référence, par exemple, à un ouvrage dont j'ai fait une émission sur l'antisémitisme chrétien, un défi pour les églises, de Gérald Caron. Mais surtout, j'aimerais attirer l'attention, pour illustrer votre réflexion, sur la déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes de Nostra Aetate, qui fait référence donc en disant que les Juifs ne sont pas responsables de la mort du Christ. Et ça, malheureusement, ça ne s'est fait qu'au Vatican II en 64, après donc la Shoah. Mais en même temps, ça a été ce qui a provoqué cette réflexion nécessaire, puisque pendant 2000 ans, il y a eu une sorte d'antisémitisme chrétien qui s'est prolongé au XXe siècle. Alors là, vous dites que l'antisionisme, parce qu'on associe maintenant antisémitisme avec antisionisme, c'est-à-dire contre Israël, vous dites que la détestation de cet État-nation occidental est un des éléments les plus spectaculaires du nouveau fascisme d'extrême gauche, et vous parlez de palestinisme de gauche, le fait d'épouser aveuglément le narratif palestinien sans esprit critique, alors qu'on sait que le peuple palestinien est une invention du KGB dans les années 60, et qu'il y a une utilisation du mot Palestine qui était associé surtout aux Juifs d'abord, jusqu'à la déclaration de 48 de l'indépendance. Donc là, on voit bien qu'il y a une sorte de retour vers aussi, ou une sorte de réappropriation. Vous parlez de linguistique, la bataille de linguistique. Et vous dites que l'antisémitisme chrétien, un défi pour les églises de Gérald Caron, c'était au cœur justement de ça, puisque l'antisémitisme était basé à cause de Jean, d'après l'analyse de Gérald Caron, sur la différenciation avec le juif, pour essayer de s'affirmer aux dépens du juif. Oui. Écoutez, chacun... Je ne partage pas totalement l'analyse que je viens d'entendre. Je veux m'expliquer. Moi, j'ai souffert dans mon enfance de l'antisémitisme chrétien. On m'expliquait, j'étais l'un des rares juifs dans le village normand dans lequel j'habitais, on m'expliquait que j'avais tué Dieu. Maintenant, j'aurais été bossu, on se serait moqué de moi aussi. Hein. Il y avait aussi le fait de l'influence, mais moi j'ai bien connu l'antisémitisme chrétien, l'antisémitisme
de la droite chrétienne aussi, du temps où le juif était considéré comme un être un peu vil et apatride. Un être veule et apatride. C'était avant le miracle israélien de 1967, où le juif, c'est évidemment s'est révélé guerrier sur son sol. Et d'ailleurs, les juifs de la diaspora se sont enorgueillis de cela, alors qu'ils n'avaient pas beaucoup plus de mérite que les autres. Mais enfin, c'est ainsi. Avant, vous savez, les juifs ne la ramenaient pas tellement, pardon pour l'expression, d'être juifs avant 1967. Mais enfin, j'ai connu cet antisémitisme d'origine religieuse, d'origine chrétienne, et qui affaiblit, non seulement grâce, effectivement, au merveilleux pape que fut Jean XXIII, mais également, malheureusement, à la faiblesse même l'affaiblissement du christianisme. Alors, cet antisémitisme, si vous voulez, d'origine chrétienne et basé sur le peuple déicide, existe encore dans certains territoires de l'Espagne, et surtout en Amérique du Sud. Des gens comme Chavez, par exemple, ont continué de jouer sur le peuple déicide, par exemple. Bon. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec le nouvel antisémitisme qui n'a plus rien de nouveau depuis des années, mais qui effectivement d'origine, qui est né à travers les réalisations israéliennes et le conflit israélo-palestinien. Alors, que le peuple palestinien ait été inventé, moi je veux bien. Mais malgré tout, les Arabes de Palestine, puisque le mot Palestine a été inventé par les Romains pour punir la révolte des Judéens en 130 après Jésus-Christ, les Arabes de Palestine ont quand même une réalité, pardon de le dire. Hein. Ils n'ont pas un mauvais dossier, les Arabes de Palestine. Moi qui suis sensible aux droits des autochtones français, si j'avais été un Arabe de Palestine et que des types étaient arrivés en m'expliquant qu'ils sont chez eux parce qu'ils ont la Bible dans la main gauche et qu'ils ont subi des pogroms, je serais peut-être pas fou de les accueillir. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que une grande partie des Arabes de Palestine sont arrivés après que les sionistes soient arrivés en Palestine au début du XXe siècle, que les sionistes ont transformé des marécages en un pays merveilleux. Ça veut dire qu'en vérité, les deux peuples ont un bon dossier et qu'il n'y a qu'un compromis territorial qui aurait pu arranger cela, sauf que, très sincèrement, l'islamo-nationaliste des Arabes palestiniens considère que l'ensemble du territoire palestinien est non seulement arabe, mais il est musulman. Et donc, ils ont été d'un irrédentisme tel que, alors que les Juifs étaient prêts à transiger territorialement, maintenant ça me paraît malheureusement trop tard. Oui, parce que là, les Juifs ils ont accepté à 2 reprises, en 48 avec oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Donc, bien sûr. Et même après. Les accords d'Oslo. Mais bien sûr, Rabin, Pérez, Barak, Olmert, tous ont fait des propositions que les Arabes de Palestine ont refusées parce qu'ils ne sont pas intéressés par la création d'un État énième État arabe. Ils sont intéressés par récupérer ce qu'ils considèrent entièrement comme leur sol. Et je vais vous dire pire, chers messieurs, c'est qu'en réalité, malheureusement, alors c'est vrai que l'irrédentisme de l'islamo-national palestinien est très fort, mais il a encore été encouragé davantage par l'extrême gauche européenne, qui, vous nous l'avez rappelé, a épousé complètement le palestinisme et qui a fait de ces gens-là, de l'extrême gauche, des gens encore plus palestiniens que les Palestiniens. Donc, les Arabes de Palestine ont été encouragés dans leur irrédentisme par la folie de cette extrême gauche anti-occidentale qui regarde les Juifs israéliens comme, j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, comme
la trahison même du juif en pyjama rayé vénéré, vous pensez, il meurt sans se défendre. Quelle merveille! Oui, parce qu'on considère un juif comme un bon juif si c'est une victime, c'est ça? Absolument, voilà. absolument. Oui. Mais ça c'est au-delà de ce que vous venez de rappeler, c'est totalement dans l'esprit post-chrétien de l'extrême gauche, islamo-gauchiste. Alors, justement. Donc voilà. Donc vous voyez que je suis un peu moins catégorique sur la création KGBiste du peuple palestinien parce que, encore une fois, il y a une réalité à... Vous avez, moi je ne suis pas du tout sur... Je fais référence à l'écrit de Guy Millière et David Horowitz là-dessus. Oui, mais ça fait partie des divergences que j'ai avec mon cher Guy Millière. C'est que moi, je considère, et toute la droite, vous savez, le père même de la droite israélienne, disait, à laquelle je n'appartiens pas, mais disait que il fallait pas se faire d'illusions. On pourrait peut-être transiger avec les États arabes, mais ce serait très difficile de transiger avec les Arabes de Palestine. D'accord. Parce qu'ils ne méconnaissaient pas le dossier. Et donc, si vous voulez, les Arabes de Palestine, moi, je ne nie pas du tout qu'ils aient des droits, mais ils ont bradé leurs droits par leur irrédentisme absolu. D'accord. De la même manière que les Juifs religieux, je les comprends, considèrent Hébron, Jéricho et d'autres villes saintes comme leur, rien ne vaut un règlement territorial où chacun aurait la paix chez soi. Très bien. Alors, je vais donc conclure sur l'aspect religieux d'Israël, parce que je vais quand même rappeler la position de l'Église dans Nostra Aetate. C'est important donc de le lire, parce que c'est important que les gens connaissent la position de l'Église officiellement. Donc, encore que des autorités juives avec leurs partisans aient poussé à la mort du Christ, ce qui a été commis durant sa passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les juifs vivants alors, ni aux juifs de notre temps. S'il est vrai que l'Église est le nouveau peuple du Dieu, les juifs ne doivent pas pour autant être présentés comme réprouvés par Dieu ni maudits. Alors, et l'Église condamne, déplore les haines, les persécutions et les manifestations d'antisémitisme qui, quelle que soit leur époque et leur auteur, ont été dirigées contre les juifs. Donc là, c'est très clairement indiqué. Il a fallu malheureusement attendre 2000 ans. Voilà. Bon, alors, vous finissez votre... Vous me l'enlevez de la bouche. Oui, je dirais que vous finissez votre livre, donc parler de l'écriture inclusive, donc la partie bataille de la culture par l'écriture, comme Mathieu Bocoté nous l'a souligné aussi. Vous parlez de la justice qui devient folle. On parle de l'affaire Sarah Halimi, de cette femme malheureuse chahinaise, 31 ans, avec mère de 3 enfants, qui a été carrément brûlée vive à Mérignac, et le combat pour l'audiovisuel pluraliste. Alors, est-ce que vous pourriez faire 2-3 commentaires sur cette conclusion? Et malheureusement, on va conclure cette entrevue. Je rappelle que nous sommes avec Gilles William Goldnadel pour parler de son livre « Manuel de résistance aux fascistes d'extrême gauche. Les fachos ont changé de côté. Les nouvelles éditions de Passy ». Écoutez, il y aurait tellement à dire sur cette conclusion-là. Oui, malheureusement. D'abord, il faut bien comprendre que mon livre, encore une fois, est un livre de combat. Je l'ai publié avant les élections présidentielles. C'est un aveu de faiblesse de ma part d'utiliser le mot fascisme, puisque le mot fascisme, je dis que je parle de fascisme d'extrême gauche parce que j'utilise les armes de l'adversaire. Mais en vérité, le fascisme est lié à une période de l'histoire et c'est justement l'extrême gauche qui a colonisé le mot fasciste. Mais c'était, comme encore une fois, je suis dans le combat culturel et que je veux le gagner, il m'arrive d'utiliser les armes de l'adversaire. Alors,
vous avez pris beaucoup d'exemples. Enfin, le wokisme, c'est un camp d'éducation. Il faut bien comprendre que ces gens-là, à travers, par exemple, l'écriture inclusive, nous font vivre dans un camp de rééducation. Lorsqu'on veut imposer aux petits des écoles, comme ça arrive dans certaines classes françaises, l'écriture inclusive avec l'obsession donc du genre, il faut bien comprendre que c'est pour, encore une fois, les éduquer. Et quand je dis les éduquer, je suis en gentil, puisque c'est ce travail de décérébration qui continue. Cette phase orwellienne dans laquelle nous vivons et qui fait que, en vérité, nous vivons dans le monde occidental est devenu, je le dis tout de suite, un hôpital psychiatrique, et vous avez des camps d'éducation que sont l'école, l'université et une partie des médias. Il faut bien entendre, si vous voulez, cette dimension-là. Et vous dites d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, mais vous dites à un moment donné que même Pierre Aski, transfuge de rue 89, qu'on connaît bien, qui est venu ici, sur France Culture, confessa avoir été payé par Soros pour surveiller Internet et empêcher que se renouvelle en Europe la catastrophe de l'élection de Donald Trump. C'est quand même incroyable. Mais il l'a reconnu, et d'ailleurs, il est, à chaque fois qu'il dérape un peu, je le rappelle sur Twitter, qu'effectivement, il l'a dit, il a pris de l'argent des sociétés de Soros pour surveiller le net, pour ne pas... Oui, parce que donc la rééducation, comme vous le dites, elle est aussi médiatique. Elle est médiatique, elle est parfois même sournoise. Enfin, je veux dire, là, voilà, mais c'est un éditorialiste comme un autre de l'audiovisuel, de service public. Mais pour terminer, je voudrais vous dire, l'avocat qui vous parle a vu mourir, et je ne suis pas dans l'hyperbole, la justice française. C'est-à-dire que sous le coup, si vous voulez, de l'idéologie d'une grande partie des magistrats et de l'hyperjudiciarisation qui a été entraînée par les conflits multiples, si vous voulez, racisme, sexisme, combat des femmes, invention de nouveaux délits, alors on a inventé, par exemple récemment, le délit de contravention, de harcèlement dans les transports, alors même qu'on n'est pas capable de s'occuper en temps humain des viols. Je peux vous dire que la justice française est aujourd'hui en état de thrombose. Mmh. La réalité, elle est là. Et je vous assure que je n'exagère pas. Donc, il faut bien comprendre dans quel monde l'idéologie d'extrême gauche nous fait vivre. Alors vous dites, dans la conclusion, vous dites la France est fracturée, pour reprendre vos propos, son État émasculé et sa nation défigurée, l'insécurité culturelle n'a d'égal que l'insécurité physique, l'Occident n'est plus qu'un géant à l'esprit apeuré, repentant et au corps ligoté, et vous parlez effectivement de la décérébration de ses cerveaux, parce que ça va jusqu'à, on a perdu l'idée de notre identité, quand il ne le méprise ou envie celle de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on est venu à se détester, quoi. Oui, ben oui. Vous savez, je fais ce constat sans plaisir et sans affectation, si vous voulez, mais la réalité, elle est là. La réalité, c'est que les gens ne vont plus dans certains secteurs des villes de France, dont l'insécurité est grande pour cause d'immigration accélérée. Ils n'ont plus confiance dans leur justice, ils n'ont plus de respect non plus, ils n'ont plus l'état des élites, des prétendues élites est tel, il y a un tel nivellement par le bas de ce qu'on appelle les élites, je pense aux avocats, je pense aux magistrats, je pense aux hommes et femmes politiques, que l'autorité nécessaire n'existe plus parce que, parallèlement, l'homme de la rue, grâce notamment à la télévision et d'autres choses depuis sur 50 ans, s'exprime infiniment mieux qu'il y a 50 ans. Du coup, avec le langage véhiculant l'intelligence, l'homme de la rue est plus intelligent qu'il y a 50 ans.
Donc, entre le bas qui a monté et le haut qui a descendu, il y a un nivellement tel que l'autorité ne se décrète pas. Il faut comprendre que c'est une des raisons aussi aussi, si vous voulez, de l'affaissement de la société. Et ça, pardon de le dire, c'est pourquoi le niveau a baissé. Alors, les explications sont rarement univoques, mais une chose est certaine, l'école française ne fait plus son travail. Et si l'école française ne fait plus son travail, c'est qu'elle n'a plus appris à lire ni à compter, en raison, là aussi, décidément, il n'y a rien à faire, de l'omnipotence des syndicats qui a refusé la sélection, qui a refusé la notation pour faire ce nivellement par le bas. Il n'est pas tombé, ça n'est pas tombé du ciel, cette théorie-là. Il n'était pas question, encore une fois, de faire que les meilleurs puissent effectivement s'affirmer. Il fallait donc réduire le niveau. Ah bah c'est réussi. Très bien. C'est réussi. Donc, alors, ouais. Malheureusement, c'est une bonne conclusion, Oui. et j'espère qu'on va se reprendre et qu'on va redonner, comme vous dites, grâce à ce manuel de résistance. Alors, j'ai bien aimé le mot de Cambronne. Il faut avoir cette attitude de cambronisme calme. Enfin. Oui. Mais donc, je rappelle, donc je vous remercie beaucoup de vous avoir accordé ce temps. Mais je vous en prie. Et donc, je rappelle, nous étions avec Maître. Je salue tous vos éditeurs canadiens et le peuple québécois et français est très proche de mon cœur. Tout à fait, merci beaucoup. Et alors, je rappelle que si on veut c'est lire le livre, c'est donc Manuel de résistance aux fascistes d'extrême gauche, les fachos ont changé de côté, aux éditions de Passy. Vous pouvez le commander sur Amazon ou directement sur la maison d'édition. Et vous avez aussi la possibilité de vous abonner à goldanet.tv. C'est, je crois, à partir de 35 €. Pour continuer à réfléchir avec Maître Goldanet. Merci beaucoup, Maître, et je vous souhaite une merci de votre accueil. Longue vie, comme on dit en Israël, longue vie. 125 ans. Merci beaucoup, vous êtes adorable. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Amitié.